Vous êtes 2 millions en train de nous suivre. Merci de nous rester fidèles. Ça fait débat. Reçoit aujourd'hui des invités sur ces plateaux. Ils sont spécialistes de la société civile, politique, députés nationaux. Je présente d'abord M. Norbert Yamba Yamba. Vous êtes de la société civile. Bienvenue. Merci bien. Bruno Chibala, vous êtes secrétaire général de l'UDPS, parti de l'opposition. Bienvenue. Merci. Willy Makiachi, député national du Palou, de la majorité donc parlementaire. Bienvenue. Merci. Et également M. Alain Toundou Liongo, président du parti politique CEDER de la majorité. Bienvenue. Merci. Alors, les responsables politiques du M23 sont entendus ce vendredi 7 décembre dans la soirée à Kampala. C'est l'actualité. La capitale ougandaise doit accueillir le pourparler entre le gouvernement, les groupes rebelles et le pouvoir congolais. Une partie de la délégation gouvernementale de Kinshasa, envoyée par Kinshasa, est d'ailleurs déjà sur place. Quant à l'ordre du jour, les choses sont encore loin d'être clarifiées. Les insurgés souhaitent évoquer de nombreux sujets, mais les autorités congolaises ont prévenu qu'elles ne parleraient que de l'application de l'accord du 23 mars qui avait intégré dans l'armée les insurgés du CNDP. Alors, ça fait débat, ces sujets. C'est pour ça vous êtes en train de suivre cette émission. Première question à vous tous. Les discussions devraient se débuter déjà tôt ce vendredi à Kampala. Que va-t-on négocier exactement? Cette question, je la pose à vous qui êtes de la majorité présidentielle et parlementaire. Je commence avec vous, M. Alain Toundou Liongo. Que va-t-on négocier? Merci. Je crois que le cadre de négociation et même le sujet est contenu dans le dernier communiqué de Kampala, où le président s'est engagé à écouter et à évaluer avec le M23 les termes, les moyens ou les modalités d'exécution de cet accord avec le CNDP qui est, dit-on, à la base de leur rébellion. Alors, il serait malvenu, dans ce contexte, de vouloir élargir les débats en une sorte de Sun City bis où on engloutirait les problèmes de démocratie, de bonne gouvernance, droit de l'homme, Est-ce que etc. Le M23 n'a-t-il pas raison en demandant que tout cela soit traité sur table? Vous savez que dans une société organisée, mieux vaut s'en tenir à un ordre de jour déterminé. Si vous allez en justice et que, en cours de procès, vous ajoutez d'autres éléments, on ne le juge même pas, on ne le considère pas, on dit que c'est ultra petita. Donc, et là, ce n'est pas la justice, c'est juste une table où non, je vous dis, il faut un cadre bien déterminé, n'est-ce pas? Même à Sun City, on n'a pas parlé de tout, n'est-ce pas? On a parlé de sujets bien déterminés, de l'organisation de l'État, dans tel domaine plutôt que dans tel autre, et on a débouché sur ce que j'appelle un accord de coexistence pacifique entre les forces belligérantes d'hier et la société civile notamment, et qui a abouti par la Constitution de 2006, et les résultats sont palpables, les élections, le premier mandat s'est terminé, et le deuxième en cours. Ah, voilà. Alors, Willy Makiachi, vous êtes de la majorité parlementaire. 40 personnes dans la délégation congolaise, dont les députés de la majorité. Il y aurait même l'opposition avec Badi Bangui là-bas. Que devrait négocier le gouvernement congolais avec le M23? Oui, vous avez parlé d'entrée des jeux d'une délégation gouvernementale. Et là, vous-même, vous parlez déjà des députés. Ça veut dire que vous avez vous-même rectifié. Il ne s'agit pas d'une délégation gouvernementale de la République démocratique du Congo simplement, mais il s'agit plutôt d'une délégation institutionnelle de la République démocratique du Congo qui prend en compte certains membres de certaines institutions, notamment le gouvernement, avec le ministre ayant en charge des affaires étrangères et coopération internationale. Vous avez également des parlementaires, tant de la majorité au pouvoir que de l'opposition en place, opposition institutionnelle. Vous avez vous-même cité un des grands de cette opposition en la personne de l'honorable Christian Badi Bangui. Et que va-t-on négocier? Vous le dites si bien, mais moi j'estime que les cas de dénégociation avaient déjà été tracés par les négociations de Kampala qui ont prévalu pour aboutir
à ces autres négociations qui en sont une conséquence. Et celle-ci, a-t-on dit que c'était le non-respect de certains accords qui avaient été signés au mois de mars, dont se réclamerait ce mouvement armé et qui s'est dit être M23, qui du reste n'est pas politique. Alors, maintenant, comment on peut encore continuer à se poser des questions? De quoi on va parler? Si on est sérieux, mais on a déjà dit qu'il y avait des choses dont on avait parlé, mais qui n'auraient pas été respectées. Mais alors, il s'agit en ce moment, à notre sens, de l'évaluation de ce qui est réclamé. Mais ça pose encore un problème de bon sens parce que vous avez parlé de la légalité des négociations ou de l'irrégularité ou de l'illégalité de ces négociations. Parce que maintenant, nous sommes en face de ce qui se fait appeler M23. Mais lequel M23 dit réclamer le non-respect des accords entre les gouvernements et les CNDP. Vous voyez les problèmes qui se posent. CNDP, accord avec la République ou les gouvernements, réclamé par le M23. Cela veut dire que le M23 n'avait jamais signé d'accord avec la République. C'est plutôt le CNDP qui s'est mis en parti politique. Donc juridiquement, le M23 a tort de revendiquer. Mais bien sûr, juridiquement, le M23 ne pouvait pas revendiquer les accords auxquels il n'était pas parti. En tant que partie prenante, ils auraient dit qu'ils sont CNDP. Ils ne pouvaient pas se cacher la face parce qu'ils ont été mués en parti politique pour dire maintenant parce que nous sommes parti politique, ils ont même d'élus, les tout derniers de Massissi. Il y en a du CNDP. C'est entre autres une preuve patente qui démontre que la République a respecté les engagements. Peut-être pas d'autres, je ne sais pas lesquels. C'est ce dont on va parler maintenant à Kampala, lesquels n'auraient pas été respectés. Mais dans l'essentiel, les accords avaient été respectés, notamment, comme l'ambassadeur l'a dit, les officiers qui devraient être nommés au sein de l'armée, qui sont nommés et qui deviennent des troubles faits parce qu'ils sont là et qui deviennent des traîtres et qui font. Alors, il y a les députés, ils en ont déjà, qui vont devoir siéger à l'Assemblée nationale et ils sont partout dans les institutions. Qu'est-ce qu'ils réclament? On va vous donner la parole. On va vous redonner la parole tout à l'heure. D'abord à l'opposition représentée ici par M. Bruno Tshibala. D'accord avec ces cadres de discussion, selon vous, légal ou illégal? Déjà, l'opposition est représentée à Kampala. Merci, M. Mathieu. D'abord, deux corrections. Tout à l'heure, dans la présentation, vous avez dit secrétaire général. Je suis secrétaire général adjoint de l'UDPS. Ah, voilà. Et puis, deux, nous ne sommes pas de l'opposition. L'opposition, dans une démocratie, est incarnée par ceux qui ont perdu les élections et qui s'organisent pour obtenir l'alternance. Vous savez que dans ce qui s'est passé dans ce pays, ceux qui peuvent se dire de l'opposition, c'est ceux qui sont en face de nous. Je reviens à la question que vous avez posée. La question des négociations. Je vais vous dire que dans un contexte démocratique normal, négocier est une chose tout à fait compréhensible. Parce que la négociation et les compromis sont deux valeurs fondamentales d'un État démocratique, d'un État républicain. Mais dans le contexte du Congo aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, s'il y a négociation entre qui et qui? Vous avez à Kampala la délégation de M. Joseph Kabila et celle du M23. La délégation de la RDC, c'est avec M. Raymond Tshibala. Or, vous savez, M. Mathieu, que l'article 5 de notre Constitution dit clairement que la souveraineté nationale appartient au peuple. Le pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection, ou indirectement par voie de ses représentants élus. Or, le 28 novembre 2011, le peuple congolais a été appelé aux urnes. Et vous savez que l'ancien président Kabila, qui est chef de cette délégation-là, vous citez M. Tshibanda, M. Tshibanda est là, en son nom, est l'auteur d'un spectaculaire hold-up électoral décrié dans le monde entier.
C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le président Kabila n'a aucune légitimité et par conséquent, il ne peut pas se retrouver quelque part pour négocier et engager la République. On peut revenir dans les débats? Oui, vous avez en deuxième position, le M23. Le M23, ce sont des mutins qui, profitant de la faiblesse de leadership à la tête du Congo, ont fait signer au ancien président Kabila, des accords qui leur ont permis d'engager un certain nombre d'avantages, mais non contents de ce qu'ils avaient obtenu, ils reviennent pour négocier encore. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est tout simplement pour obtenir d'autres avantages par rapport aux avantages qu'ils avaient déjà gagnés lors de l'accord du 23 mars 2009. Le gouvernement dit qu'il ne s'agit pas de partage de postes. Lorsque vous ajoutez à cela M. Kagame, M. Museveni, qui est médiateur de cette négociation. Or, tout le monde sait que les malheurs de nos compatriotes de l'Est, le malheur du Congo, c'est une agression qui ne dit pas son nom, qui est l'œuvre de M. Kagame et de M. Museveni. Alors, le pouvoir de fait qui est là, choisit M. Museveni comme médiateur. Et quand vous prenez tout cet attelage, vous vous retrouvez devant quelque chose de très dangereux pour les intérêts du Congo, les intérêts du peuple congolais. Alors, en plus bref, selon vous, les discussions sont-elles légales ou J'arrive. illégales? Voilà pourquoi, pour nous, ce qui se passe à Kampala, c'est une comédie de mauvais goût, quelque chose de totalement illégal, anachronique que notre peuple doit ignorer. Pourtant, l'opposition est représentée là-bas. Faut-il que le peuple en pleure ou en rit? Nous pensons que le peuple doit en rire, parce que l'heure n'est pas à pleurer. Au Jérémiade, il faut résister contre le fossoyeur, les intérêts du peuple congolais. Alors, la société civile, M. Norbert Yamba, votre avis, discussion légale ou illégale? Merci. Merci pour l'opportunité, mais il faut dire que les négociations, c'est véritablement ce qu'un auteur disait, une école supérieure de démocratie. Et la démocratie elle-même, c'est un outil de résolution pacifique des conflits. Et donc, amorcer des négociations, c'est véritablement aller dans la direction des règles démocratiques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne veux vraiment pas analyser la performance ou la pertinence des négociations qui se font à Kampala. Mais je me pose la question, en tant que citoyen de la République, la récurrence des guerres incessantes à l'Est. Hier, c'était la FDL, après, c'était le RCD, et puis finalement, CNDP, et aujourd'hui, M23. Pourquoi cette récurrence? Un de nos compatriotes avait déjà réfléchi par rapport à ça. Et il a compris qu'en fait, malgré les négociations avec M23, tant que la filière rwandophone n'aura pas rempli, n'est-ce pas, l'espace de l'Est, qui est en prévision de la création d'une république du Kivu, parce qu'aujourd'hui, le Rwanda a 11 millions d'habitants, n'a que 26 000 km². Et donc, on cherche des filières. La première filière, c'était l'AFDL. La deuxième filière, c'est le RCD, CNDP, etc. Et à chaque filière, on essaie non seulement de gonfler la démographie, mais on essaie également de prendre des positions politiques des personnes qui entrent en politique, des personnes qui entrent dans les services militaires, des personnes qui entrent dans les services de sécurité, des personnes qui entrent, j'allais dire, la police, etc. Vous rejoignez M. Bruno, disant que ces négociations ne devraient pas avoir lieu. Je m'excuse, il faut que je termine la réflexion en disant qu'en fait, on a une masse de personnes qui ont commencé à ouvrir la première fenêtre et qui continuent au fur et à mesure à ouvrir la fenêtre. Et la conclusion de notre compatriote dit que tant que les fossoyeurs n'auront pas compris qu'ils ont atteint un nombre plus élevé que les autochtones, ils n'arrêteraient pas. Et donc, même aujourd'hui, on peut négocier avec le M23. L'idéal ne recherche pas le M23, c'est essentiellement intégrer les institutions de la République. Pour qu'au niveau de forces combattantes, ils soient là, ils ont beaucoup de généraux, ils ont beaucoup de colonels, ils ont beaucoup de majors. En politique, ils ont des ministres. Il y a même des entreprises de la République, des entreprises florissantes, économiques, etc., qui ont été véritablement aussi cédées à cette filière-là. Et donc, même aujourd'hui, si les Congolais... C'est pas dangereux ce que vous dites. Attention, même aujourd'hui,
même aujourd'hui, si on termine avec l'M23, il y aura ensemble là, une académie, j'allais dire de complaisance. On va vérifier si on n'est pas plus nombreux que la population autochtone, et viendra le tour où on dira, bon, maintenant, si le Rwanda, en 2 ans, on est allé de 7 millions à 11 millions, quelqu'un nous disait que c'est 267 000 enfants gênés chaque 2 ans. Et donc, il est important aujourd'hui, en fait, que ce système de convergence d'intérêts entre les puissances multinationales, le Rwanda, etc., et ce qui des relais volontaires, parce qu'on ne fait pas la balkanisation s'il n'y a pas de relais volontaires à l'intérieur de la République. Et donc, il y a une complicité par rapport à cela. Et donc, le moment viendra où ils deviennent plus nombreux et ils vont véritablement exprimer les velléités séparatistes, c'est ce qu'on peut appeler les velléités indépendantistes. Et c'est à ce moment-là, que les Nations Unies vont demander à ce qu'on organise le référendum. Et ce référendum, comme ils seront déjà majoritaires, on va déclarer l'indépendance du Kivu. C'est une réflexion très cohérente qui a été faite et qui visiblement peut expliquer aujourd'hui. On ne peut pas comprendre. Vous dénoncez la passivité ou la complicité de... Il y a convergence d'intérêts. À l'intérieur. Convergence d'intérêts des multinationales orchestrées par des puissants d'argent. Convergence d'intérêts du Rwanda qui a besoin de déverser un nombre important. De parole, et convergence d'intérêts de ceux qui, aujourd'hui, à l'interne, trouvent gain de cause parce qu'effectivement, ils auront des soutiens. Et le moment venu, comme aux États-Unis, vous savez, aujourd'hui, ce sont les Juifs qui, véritablement, assurent la direction de la désignation des personnes qui doivent diriger, le moment viendra. Ou c'est qui cette filière détenant l'impérium, parce qu'ils sont nombreux au niveau de l'armée, ils sont nombreux au niveau des services de sécurité, ils sont nombreux au niveau de l'économie. C'est eux qui désigneront qui peut diriger le pouvoir. Ah voilà. Alors ma question à vous de la majorité, j'aimerais poser cette question d'abord à l'opposition, c'est de savoir quand les M23 réclament la justice, le développement, la bonne gouvernance, la démocratie, l'échec du côté gouvernemental, M. Alain Atundou? Réclamer cela relève d'une prestidigitation politique, n'est-ce pas? Ils veulent appâter l'opinion qui n'est pas d'accord. L'opinion nationale dans son ensemble ne soutient pas le M23. D'accord. Eh bien, pour appâter certains... À l'apparence, mais dans les contenus, ce sont les revendications de la population. Non, nous ne sommes pas naïfs. Pour nos revendications, nous avons les élus du peuple. Pour nos revendications, nous avons les dispositions de la Constitution. Nous avons la justice. Nous avons pris un engagement solennel devant l'opinion nationale, devant l'histoire, devant notre peuple. Plus jamais la guerre pour revendiquer un droit, plus jamais la guerre pour accéder au pouvoir. Et d'ailleurs, dans l'accord auquel il se réfère, cette disposition constitutionnelle a été reprise. Donc, il ne s'agit pas de cela. Mais je trouve que M. Yamba a dit quelque chose de vrai à la question que vous lui avez posée. Pourquoi cette guerre de répétition? Eh bien, il y a 2 causes majeures. Sur le plan externe, c'est la politique hégémonique du président Kagame. On appelle du Rwanda, du président Kagame. Eh bien, qui estime qu'il a besoin de l'espace, de plus d'espace que le Rwanda, qu'il a besoin à la fois pour mettre sa population et exercer le pouvoir afin de prétendre au leadership de la région. Mais vous êtes d'accord avec lui que cela ne peut pas arriver sans la complicité interne? Deuxièmement, c'est l'autre raison, c'est la cupidité des complices internes qui estiment pour des raisons soit économiques, soit tout simplement opportunistes ou politiciennes que eh bien, le salut, notre salut, pourrait provenir de ce côté-là. C'est ainsi que certains, une péto et sans le déclarer, souhaitent la victoire du M23 pour qu'ils aient la possibilité de sortir de l'ombre et participer à la restructuration, je ne sais, la énième fois de la République. Et ça, il faut absolument s'y opposer. Et le gouvernement de la République, le chef de l'État, se battent pour que la cohésion nationale ne soit pas prise en défaut. Ah voilà, ça c'est bien dit. Alors, pour l'opposition, M. Bruno, je vais revenir à vous, M. Willy, après. L'M23,
joue-t-il bien les rôles de l'opposition? Parce que apparemment vous avez échoué à faire pression au gouvernement quant au social, démocratie, droits de l'homme des Congolais, et le M23 a réussi. Ce soir, ils sont en négociation avec le gouvernement congolais. Pas du tout. Nous n'avons jamais cessé de dire que tout ce qui se passe à l'est du pays a pour cause, premièrement, l'illégitimité de M. Kabila et deuxièmement, la faiblesse de leadership. Tout ça, ça reste théorique. Pour nous, le jour où ce pays va être dirigé par un leadership fort, compétent, crédible et sérieux, tout ce qui se passe à l'Est va être réglé dans 24 heures, d'un compas enchantement. M. Kagame, M. Museveni et tous les autres, ils profitent de la faiblesse du leadership à la tête du Congo. Vous savez comment M. Kabila, quelle a été sa trajectoire pour arriver à être président de la République. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de l'AFDL, etc. Donc nous disons ici, tout ce qui se passe à l'Est, ce sont des conséquences. Mais le problème fondamental, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, M. Kabila, il n'est pas président de la République. Il y a un déficit de légitimité, il n'a pas été élu. Ça, c'est selon l'UDPS. Répondez à ma question. L'M23 ne joue-t-il pas bien son rôle d'opposant ou d'opposition à votre place? J'arrive. M. Kabila a un leadership qui, comme vous le savez, est très faible. Monsieur Bruno, mais le M23, tout ce qu'il fait, c'est des arrangements avec M. Kabila. Vous verrez que en définitive, ils vont finir par s'entendre. Ils ont commencé par dire, avant que nous quittions, nous aimerions que M. Kabila prenne quelques mesures d'apaisement. Avant qu'il ait pris une seule mesure d'apaisement, ils parlent de 20 km ou 6 km, donc ils n'ont pas tenu compte de ça. Donc pour nous, ils ne jouent aucun rôle à la place de l'opposition. L'opposition, même pas l'opposition, le pouvoir qui a été élu par le peuple 28 joue son rôle et nous allons arriver, vous pouvez avoir votre patience, à résoudre le problème qui se pose, c'est-à-dire récupérer l'impérium et résoudre tous les problèmes qui se posent au pays, principalement à l'Est où il faut pacifier, il faut neutraliser les forces négatives qui sont des membres de l'AMP dont le président est Joseph Kabila. Willy Makachi, vous êtes de la majorité parlementaire. Échec du côté du pouvoir, du gouvernement, jusqu'à négocier avec ceux qui étaient de mutins, des rebelles, des fils du gouvernement, d'autres qui étaient même suspendus de l'armée régulière. Échec du côté gouvernemental? Mais parlons plutôt des bravoures et même des responsabilités du côté du gouvernement et de la République de façon générale. Vous pouvez me dénombrer, M. Mathieu, de par le monde, combien vous pouvez me les dire, dans combien de pays au monde où des rébellions armées, commanditées, comme tout le monde le dit, agressions, sont arrivées à quitter les positions déjà occupées sans guerre. Vous pouvez me le dire. Lorsque une rébellion, lorsque une agression avec autant de commanditaires autour quitte les positions occupées en reconnaissant que ce sont des positions de la République gérées par le gouvernement de la République, pouvez-vous plutôt dire qu'il y a échec? Dites-moi. Vous faites partir les armes par le verbe. Et ce verbe-là, qui devient cher, c'est quel genre de verbe? Vous l'avez vu, vécu, entendu, combien de fois et à combien d'endroits dans le monde? Donc c'est un acte de grande envergure qu'il faut saluer. Sur le plan diplomatique, qui est aussi une des armes importantes pour la gestion de la chose publique. Mais dommage, ce n'est pas une solution définitive. Attendez, mais la solution définitive commence par une solution qui part de quelque part. Lorsqu'on arrête de tuer, de massacrer, de chosifier la République, en ce moment-là, on va vers la solution. La République démocratique du Congo, d'où vient-elle pour se retrouver là où elle est? Mais vous voyez, par rapport à cela, il faut remettre aussi les pendules à l'heure en disant, vous voyez le secrétaire général adjoint de l'UDPS, nous ne voulons pas entrer dans des polémiques. Lorsqu'il parle, tantôt il est opposition, tantôt il est pouvoir et il traite les pouvoirs en place de pouvoir de fait.
Vous voyez, nous ne sommes pas en position de ça relève de l'immaturité des gestions, justement, et de la légalité. Bon, parce que la notion de la légalité, comment le secrétaire général adjoint de l'UDPS définit-il la notion de la légalité au regard de la Constitution qui nous régit en République démocratique du Congo? Et là, son analyse pose problème. Parce que les communiqués même de Kampala, la communauté internationale qui était réunie, même le secrétaire général des Nations Unies représenté, il a été entendu et dit qu'il fallait arrêter l'expansion de la conquête de l'espace régulièrement acquis par les gouvernements, par la République. Parce qu'il fallait arrêter de mettre en cause les institutions légales et les gouvernants légitimes. C'est la contradiction à ce que le secrétaire général adjoint de l'UDPS dit donc, il est déconnecté et de la nation. Tout à fait. Et là, il est en contradiction et en déphasage avec la gestion des États en tant qu'État moderne. Dans la modernité des gestions, ils ne sont pas impliqués. Donc, c'est ce qui pose problème dans leur rang. Mais maintenant, nous disons, mais lorsque lui dit qu'il y a des arrangements entre ces gens, Kabila et leadership et tout, mais non, il sait que la souche de cela, il a parlé de la filière, il parla AFDEL, RCD et tout. Et c'est dans cette filière-là qu'on retrouve partant du RCD CNDP, qu'on retrouvait le M23. Il se rappelle que le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, passa en revue les troupes de la même filière à Kisangani, lorsque ces troupes-là étaient encore dirigées par les Rwandais. Il y avait l'Ouganda, les Rwandais, qu'il est en train de décrier à raison, mais il devrait reconnaître que ça, ce n'est pas un leadership responsable et républicain, et surtout pas nationaliste. Lorsque le président de l'UDPS passa en revue des troupes rebelles, et pas seulement rebelles, mais d'agression. Ah, excusez-moi, est-ce qu'en ce moment-là, c'est ça le leadership? Donc il doit savoir que la filière, les temps. Non, la filière qu'il a décrite, elle peut être vraie, mais l'UDPS se retrouve dans cette filière-là. Et le président de l'UDPS est allé jusqu'au Rwanda pendant l'agression. Il ne peut pas nous dire les raisons qui l'ont conduit. Donc, selon vous, l'UDPS aurait un certain pourcentage de complicité dans tout ce qui se passe? Ben, ce n'est pas ce que je suis en train de dire exactement, mais plutôt, je bats en brèche l'analyse du secrétaire général adjoint de l'UDPS par rapport à sa contradiction à la légalité et à la légitimité pourtant reconnue sur les plans national et international. On vous donne, c'est M. Norbert qui a la parole. Là, j'ai rectifié, il a parlé deux fois. J'ai rectifié ce qu'il a dit, mais il fallait maintenant qu'on rentre dans la matière parce que ce qu'il a dit était extrêmement grave. Donc maintenant, là, ce n'est pas Kabila qui est là-bas, mais c'est la République, je vous ai dit. L'opposition politique et institutionnelle qui est représentée. Donc, comment est-ce que le secrétaire général de l'UDPS peut conseiller la gestion de la République en se soustrayant du concert des nations? Peut-il nous le dire? Nous sommes là en train de suivre la voie des négociations, en fait, telle qu'instituée par le concert des nations, où la République démocratique du Congo fait partie. Ah voilà. Alors, petite réaction, une minute, et puis vous avez la parole, M. Norbert. Monsieur Makashi parle avec des involtures, des problèmes sur lesquels il a une connaissance embryonnaire. Dans une démocratie, j'ai parlé tout à l'heure de l'article 5 de la Constitution, c'est le peuple qui donne le pouvoir, il les donne par des élections. Or, tout le monde sait que le 28 novembre, M. Kabila a été battu aux élections par M. Ça, c'est un autre débat. Comprenez? Et donc, la légalité, c'est la Constitution, ça dit qu'il faut être voté par le peuple, choisi par le peuple pour avoir la légitimité, la légalité. Or, M. Kabila n'a pas été élu, c'est M. Tshisekedi qui a été élu, donc c'est lui qui est le président de la République. Pour vous dire que ce que vous dites n'est pas du tout vrai. C'est nous qui avons combattu dans ce pays pour qu'il y ait la démocratie. Or, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de détruire la démocratie. Au lieu de vous incliner devant le verdict des électeurs, vous êtes en train de faire un putsch. On évolue un peu. J'arrive. Vous faites un putsch, et avec ce putsch, vous rirez le pas. Vous n'avez